Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et donc, j'ai grand plaisir à vous accueillir pour cette conférence qui vous est proposée par Serre France, par les Serre France de la région Haut-Rhin et la Lozère, puisqu'on dépasse les bornes administratives. Voilà. Donc, je vais me présenter moi rapidement. Je suis présidente de Serre France, du Serre France de la Lozère. Donc, je suis agricultrice. Et cette conférence, elle vous est proposée grâce à l'implication de plusieurs membres, plusieurs collaborateurs, experts, donc de l'ensemble des Serre France de la région Haut-Rhin et de la Lozère. Alors, je vais vous parler, moi je ne rentrerai pas dans le cœur du sujet, je laisserai la parole à Annabelle et Anaïs. Alors, comment ça marche? Il faut appuyer, hop. Voilà. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de Serre France. Serre France, nous sommes un réseau d'associations de gestion et de comptabilité, donc d'experts comptables sur l'ensemble du territoire de la France, tout simplement. Et vous voyez qu'on a, en plus de l'expertise comptable, beaucoup de cordes à notre arc, puisqu'on fait du conseil d'entreprise, conseil juridique et fiscal, installation, transmission, social paye, patrimoine, environnement, informatique et digitale et études et références. Et donc dans ce cadre des études et références, la majorité des Serre France se sont regroupés en alliances régionales, enfin à différents périmètres, pour permettre d'établir ces études, ces références et donner un éclairage sur l'activité des entreprises que nous accompagnons et sur l'activité, sur l'économie régionale. Alors le Serre France, donc ici on va parler région Haut-Rhin et Lozère, mais le Serre France est présent sur toute la France. C'est un peu répétitif, mais c'est ainsi. Et donc, je voulais souligner que nous avons eu le plaisir d'accueillir sur le sommet l'ensemble des membres du bureau du Conseil national Serre France, puisque nous sommes organisés en réseau. Mais la volonté de ce réseau, c'est d'être surtout à l'écoute de l'ensemble des entreprises qui sont sur le territoire. Et donc, je remercie l'ensemble des membres du bureau d'être venus nous rencontrer sur ce sommet. Et je donnerai la parole à notre président national juste avant d'attaquer la conférence également. Donc le sujet qui va être traité aujourd'hui, c'est sur les magasins de producteurs, hein, des références pour faciliter la gestion de ces magasins. Donc les magasins de producteurs, les circuits courts, c'est un sujet dont on a entendu beaucoup parler depuis le début de la pandémie. Mais Serre France, l'ensemble des collaborateurs suivent des entreprises, des magasins de producteurs qui existent sur notre territoire depuis bien avant cette pandémie. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a une étude qui a été menée sur les années 2017-2019 qui va pouvoir vous être restituée, vous donner un éclairage particulier sur ce sujet, en plus en mettant en exergue ce qui a permis, ce qui a donné ce qui s'est passé avec l'année 2020, avec la pandémie. Donc si les Serre France peuvent vous proposer ces références ou proposer ces éclairages sur l'économie régionale, c'est parce qu'on a des données issues du travail quotidien des collaborateurs, que ce soit pour la comptabilité, donc des données quantitatives, des données qualitatives aussi, puisqu'il y a l'accompagnement, il y a tout un choix qui est fait d'avoir cette approche-là. On s'est doté d'outils, de compétences, de collaborateurs qui nous permettent d'avoir cet éclairage qu'on peut vous restituer à la fois à vous tous qui êtes là nombreux aujourd'hui, auprès de tous les opérateurs économiques du territoire et aussi également pour accompagner au mieux les entreprises qui nous font confiance et que nous accompagnons au quotidien. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, je vais laisser la parole à quelques minutes, ou autant qu'il voudra, pardon, à Hervé Demal, avant ensuite de laisser la parole à Anaïs et Annabelle qui rentreront dans le cœur du sujet. Merci Patricia. Bonjour à tous. Donc, je suis Hervé Demal, le président du Conseil national Serre France. Moi aussi, je suis agriculteur dans la région des Hauts-de-France, plus spécialement en Picardie. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour débuter cette réunion sur les circuits courts et les références. Alors Patricia a déjà dit beaucoup de choses. La carte
sur l'écran est explicite. Le réseau Serre France, c'est un grand réseau, un beau réseau qui connaît bien le milieu agricole, puisque on peut dire que nous avons environ 60% des agriculteurs qui sont adhérents au réseau Serre France. Donc ça nous permet d'avoir des chiffres et des références vraiment très intéressantes issues des comptabilités et aussi toute une démarche de conseil et d'accompagnement dans la transformation qui est en train de s'opérer dans le milieu agricole. Ça ne vous échappe pas, puisque je pense que vous êtes tous issus ou participants à ce milieu agricole. Des grandes mutations sont annoncées, je vais avec notamment la demande et la pression sociétale. Donc on est là aussi pour réfléchir, accompagner, aider les agriculteurs dans les choix de gestion qui sont à faire et la stratégie également de l'exploitation agricole qui est à élaborer en fonction des évolutions là, qui sont à venir. Alors l'intérêt de cette carte, de cette présence de ces 700 agences et 13 000 collaborateurs, c'est donc de collecter les informations. Et ces informations, ensuite, on les synthétise, on les agrège, on les analyse et puis on en tire quelques conséquences qui nous permettent donc de tenter de prodiguer le meilleur conseil possible pour que l'ensemble de nos adhérents puissent avancer dans la bonne direction. C'est ce qui nous anime, c'est pour ça qu'on est là. Alors, je ne vais pas m'étendre davantage, je vais laisser la parole tout de suite aux expertes, puisque apparemment ce sont des expertes du sujet qui vont fort bien nous décrire ce qui se passe dans ce milieu des circuits courts et très certainement les évolutions, les conclusions, puis aussi je pense qu'à la fin il y aura un débat qui pourra s'engager pour pouvoir nous donner aussi quelques orientations à imaginer. Voilà. Alors, merci Patricia, merci Hervé pour cette introduction. Alors avant d'attaquer, je vais me présenter. Je m'appelle Annabelle Barthélémy, donc je suis chargée d'études au sein du Serre France Alliance Massif Centrale. Et donc je travaille pour les 5 Serre France Auvergne plus Lozère. Je vais laisser Anaïs se présenter. Anaïs Delcavaz, je suis comptable conseil Serre France Isère. Et j'accompagne une dizaine de magasins et j'utilise notamment ces références. C'est pour ça que je suis ici pour vous les présenter. Alors, donc on va rentrer dans le vif du sujet. À un moment donné, il faut bien qu'on y aille. Vous êtes là pour ça. Et donc, avant d'attaquer cette conférence sur les magasins de producteurs, où donc on va vous présenter les résultats que nous menons à travers l'étude depuis 2017, comme le disait Patricia, et jusqu'à l'année dernière, et qui va se poursuivre, bien sûr. On va vous proposer avec Anaïs un petit sondage. Alors on va déjà commencer par le sommaire. donc les circuits courts, c'est pas un thème qui est nouveau. Les circuits courts, ils existent déjà depuis de nombreuses années, mais il y a eu plusieurs étapes un peu dans les circuits courts. Ce que j'entends par là, c'est que dans les années 2000, en fait, il y a eu un peu une prise de conscience de la part des consommateurs et des gens. Comme quoi la façon dont on produit et dont on consomme nos aliments ont un impact sur l'environnement et sur le territoire. Donc cette prise de conscience a fait que les circuits courts sont un petit peu remontés. Et à travers la première partie de notre présentation, on va recontextualiser un petit peu les circuits courts et voir s'ils ont encore du potentiel de croissance pour gagner des parts de marché. Dans la deuxième partie, Anaïs va vous présenter donc les résultats de l'étude que nous menons au sein du Serre France Auvergne-Lozère-Rhône-Alpes. Donc une étude, comme on l'a déjà dit, qu'on réalise depuis 2017. Et donc on va vous présenter, Anaïs vous présentera les résultats obtenus donc jusqu'à 2019 et les facteurs de réussite de ces magasins de producteurs. Ensuite, dans une troisième partie, on a choisi de vous présenter un exemple en fait. Donc Anaïs va vous présenter les facteurs clés de réussite des magasins de producteurs, mais il y a aussi des magasins qui fonctionnent, qui ont un joli taux de croissance, mais avec une stratégie particulière et du coup un modèle économique correspondant. Et dans la dernière partie, je pense qu'on ne pouvait pas conclure effectivement cette conférence sans parler de l'impact de la crise sanitaire de 2020 et voir quel a été un petit peu l'impact sur les magasins de producteurs.
Et donc, comme je le disais, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose avec Anaïs un petit sondage. Alors, je vous invite à sortir vos téléphones, à vous connecter à la 4 ou 5G peut-être, et allez vous connecter sur le site menti.com. Donc, vous avez juste en dessous, hop, je ne peux pas pointer, donc vous avez l'intitulé le site ici, et ça va vous demander un code. Donc, ce code, c'est le 55 60 51 88. Et donc, je vous invite à répondre au sondage qui est « Où réalisez-vous vos achats alimentaires ?» Alors, vous pouvez répondre, donner jusqu'à 2 réponses. Donc, est-ce que vous réalisez vos achats alimentaires en grande surface, sur les marchés, à la ferme ou en magasin de producteurs? Alors, on a déjà des tendances qui ressortent. Alors, nous, on ne va pas le faire avec Anaïs, on ne va pas le faire par la 4G, mais du coup, Anaïs, je vais te poser la question. Du coup, où réalises-tu, toi, tes achats alimentaires? Bon, alors, du fait que je suive des magasins de producteurs, j'achète mes courses en partie en magasin de producteurs, mais je ne vous le cache pas, je fais aussi partie des 50% qui vont en grande surface. Et toi, Annabelle? Alors moi, effectivement, hein, je réalise une grande partie de mes achats alimentaires en grande surface, mais effectivement, j'ai aussi une partie de mes achats que je réalise via un producteur vente en ferme, qui fait de la vente à la ferme. Alors on voit qu'on a un petit profil quand même qui se dessine, donc je pense que sans grande surprise, hein, on a majoritairement des achats alimentaires qui se réalisent en grande surface. Mais on voit quand même aussi que les circuits courts ne sont pas tant à la traîne que ça, hein, puisqu'on a quand même 30% d'entre vous qui réalisez vos achats sur les marchés et 17% en magasin de producteurs. Alors là, ça se stabilise. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, et c'est, je viens de le dire, hein, on a une grande majorité des achats alimentaires qui se font en grande surface, mais les circuits courts représentent quand même, il faut le savoir, presque 10% de la réalisation de nos achats. Et on va le voir dans la suite de la présentation, c'est que ces circuits courts, ils ont encore du potentiel de croissance. Alors avant d'aller un petit peu plus loin, déjà on voulait quand même faire un focus sur les circuits courts au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes-Lozère. Donc il faut savoir qu'au niveau de notre territoire, alors quand je vais parler de territoire, ça veut dire Auvergne-Lozère-Rhône-Alpes. Donc on a un peu moins de 4700 exploitations qui commercialisent une partie de leur production via un ou plusieurs circuits courts, avec un top 3 des départements qui ont la part producteur le plus impliquée. On retrouve donc en premier, en tête de file, le Rhône, et ensuite la Drôme et l'Ardèche, avec 3 circuits majoritaires qui sont la vente à la ferme pour 60%, et ensuite on retrouve quasiment à part égale la vente sur les marchés et la vente auprès des commerçants. Avec pour ces producteurs un chiffre d'affaires qui est assez variable, puisque ça va de 10 à 75% du chiffre d'affaires total. Ce grand écart s'expliquant par le niveau de production qu'on commercialise en circuit court, enfin que le producteur commercialise en circuit court. Et pour faire le lien donc avec le petit sondage qu'on vous a proposé, je pense que vous êtes peut-être, certains d'entre vous, peut-être que avec la crise sanitaire qu'on a vécue l'an passé et le confinement, en particulier au mois de mars 2020, on s'est aperçu à travers, le sondage en tout cas qui a été conduit et qui est assez récent puisqu'il date du mois de juin dernier, montre qu'on a 65% des Français qui ont consommé des produits issus des circuits courts suite au confinement. Et quand on entend consommer des produits issus des circuits courts, c'est au moins une fois par mois. Parmi ces 65%, on en a 80% d'entre eux qui ont réalisé leurs achats au niveau d'un point de vente physique. Alors un point de vente physique, c'est soit ils sont allés vers la vente à la ferme, soit sur les marchés, ou alors un magasin de producteurs. C'est tout ce qui n'est pas en fait drive ou commande sur Internet.
Et ces circuits courts, bah, ils ont quand même encore de quoi grappiller des parts de marché, puisque je pense que vous le savez tous, via la loi Egalim, d'ici 2022, pour approvisionner la restauration collective, on doit avoir au moins 50% des produits qui sont issus soit de circuits courts, soit des produits bio, soit des produits qui sont sous signe de qualité. On a également, via les plans alimentaires territoriaux, c'est aussi un potentiel pour les circuits courts, puisque ces plans alimentaires territoriaux, ils ont pour objectif d'augmenter la part des produits locaux dans les cantines et encourager également la valorisation des produits agricoles au niveau local. Donc ça laisse du coup pour nos producteurs des perspectives de croissance et des parts de marché qui peuvent être gagnées, notamment au niveau de la restauration collective de façon globale, que ce soit cantine ou restauration j'ai mangé le mot restauration collective. Alors on a parlé de circuits courts, mais dans ces circuits courts, donc, on trouve les magasins de producteurs. Alors un magasin de producteurs, qu'est-ce que c'est? On a quand même voulu mettre une petite définition. Alors le magasin de producteurs, en fait, c'est des agriculteurs qui font le choix de se rassembler pour commercialiser leur production et au niveau d'un lieu physique, donc un commerce en fait, qui est ouvert régulièrement. Et en fait, ce pôle d'agriculteurs, il détient des parts au niveau du magasin. Alors c'est ce qu'on appelle, ces agriculteurs-là, ce sont les associés, et on a en parallèle des dépôts-vendeurs. Alors eux, par contre, ils déposent leurs produits dans le magasin pour commercialiser leurs produits, mais ils n'ont pas de part au niveau du magasin. Donc c'est un petit focus sur les définitions qui vont revenir par la suite avec la présentation d'Anaïs. Et il faut savoir qu'au sein de ces magasins de producteurs, on a 70% des produits vendus qui doivent provenir, issus des fermes des agriculteurs membres. Et il y a une part, 30% maximum, de produits qui peuvent être vendus et qui proviennent de coopératives agricoles ou d'artisans alimentaires ou de producteurs non membres du magasin. Alors ces magasins de producteurs, ils ont aussi un avantage au niveau du territoire puisqu'ils permettent aussi de relocaliser l'alimentation et l'économie. Ceci via 5 axes. D'abord, ces magasins, ils permettent de développer l'économie au niveau du territoire via l'emploi de salariés au niveau local. Et ils permettent également une meilleure rémunération des producteurs. Et il faut savoir que ces magasins de producteurs, il y a eu un projet qui a été mené entre 2014 et 2018. C'est le projet MacPro, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et dans le cadre de ce projet, ils ont étudié, ils ont mis en place en fait une grille d'évaluation pour savoir l'argent qui est dépensé au niveau du magasin de producteurs, s'il reste au niveau du territoire ou s'il va au-delà. Ce qu'il en ressort, c'est que sur 100 € qui est dépensé au niveau d'un magasin de producteurs, on en a 98 donc, qui sont reversés aux salariés et aux producteurs. Et sur ces 98 €, il y a 62 € qui restent au niveau local, au niveau du territoire, qui est dépensé au niveau du territoire. Donc c'est une étude qui était du coup assez intéressante et qui a permis de montrer que justement les magasins de producteurs participent à l'économie locale. Ces magasins de producteurs, ils permettent également, sans surprise, de soutenir l'agriculture locale puisqu'ils favorisent la transparence des différents modes de production et des débouchés. Et ils encouragent la diversité des productions et des espèces locales. Ces magasins de producteurs, ils permettent également de développer les réseaux locaux en créant de l'échange et du rapprochement, j'ai envie de dire même, entre les producteurs et les consommateurs. Et ils renforcent du coup, par le même coup, le lien ville et campagne également. Ensuite, ces magasins de producteurs, ils permettent également de maintenir des services et des commerces. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Ces magasins de producteurs, en fait, ils investissent entre guillemets dans un commerce, donc un commerce qui est au niveau du territoire, et qui permet même de dynamiser ces commerces, des commerces qui sont fermés, ça permet de se les réapproprier. Et enfin, les magasins de producteurs permettent également de préserver le cadre de vie, effectivement par tout l'entretien et la protection du paysage par le maintien de l'agriculture. Alors peut-être que parmi vous, il y a des producteurs qui envisagent peut-être d'intégrer un magasin et qui se posent quelques questions sur les avantages que cela peut avoir. Alors quels sont les avantages à intégrer un magasin de producteurs? C'est d'abord le fait de se mutualiser à plusieurs, ça permet d'élargir la gamme de produits que l'on va proposer au niveau du magasin.
Ça permet également de partager les responsabilités, puisqu'on verra qu'on a quand même un certain nombre d'associés en moyenne dans les magasins, en particulier ceux qu'on a audités. Et ça permet également, par rapport par exemple à de la vente à la ferme, alors sans vouloir opposer les deux types de circuits, mais ça permet d'être dans un commerce et sur un lieu qui soit plus accessible et plus visible également. Ensuite, le fait d'intégrer un magasin de producteurs, ça permet également de renforcer le lien, je l'ai dit précédemment, entre les producteurs et le consommateur et de favoriser les échanges. Le consommateur, du coup, ça lui permet de discuter avec les producteurs qui font les permanences. Et même les producteurs, ça leur permet également de voir un petit peu les consommateurs et de leur expliquer comment ils produisent leurs produits. Et enfin, ça permet également de minimiser le temps de vente. Le fait d'être mutualisé, il y a des permanences assurées par les producteurs, mais du coup plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule personne qui va être dédiée à la maintenance du magasin. Et enfin, un point qui est quand même assez essentiel, le fait de commercialiser via un magasin de producteurs, ça permet aussi pour celui-ci de maîtriser son prix de vente. C'est-à-dire que le producteur en fait, qui va commercialiser son produit, il va avoir son prix de vente. À ce prix de vente va être retenu un taux de commission. Et une fois qu'on déduit ce taux de commission, on s'aperçoit qu'on a entre 75 et 90% du prix de vente finalement qui revient au producteur. Donc ce qui laisse une marge qui est quand même nettement supérieure à une commercialisation en GMS où souvent on est inférieur à 50% du produit qui revient au producteur. Du prix qui revient au producteur, pardon. Et pour conclure cette première partie, finalement la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, alors Patricia et Hervé ont déjà un petit peu répondu à la question, mais pourquoi avoir finalement des références économiques sur les magasins de producteurs? Ça permet tout simplement, à partir de la description du fonctionnement technique, mais également du fonctionnement économique du magasin, de développer des références qui permettent à ces producteurs de piloter un peu au quotidien leur structure et de voir comment ils se positionnent. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un magasin, s'il voit que son chiffre d'affaires baisse, en se comparant avec les moyennes de groupe, ça va lui permettre d'identifier éventuellement les points critiques, entre guillemets, qui fait que son chiffre d'affaires baisse. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Anaïs qui va vous présenter donc les résultats de l'étude qu'on mène depuis maintenant 4 ans, et donc sur la période 2017-2019. Merci Annabelle. Alors, notre échantillon en 2019, comment il est composé? Il est composé de 32 magasins. Alors pourquoi je vous parle de l'année 2019? C'est qu'on a toujours un petit décalage dans la sortie des plaquettes. Et là, la dernière, donc avec les données 2020, est en train de sortir. Elle sera bientôt disponible. On a essentiellement des magasins situés en zone non commerciale passante et zone commerciale, comme on voit 40%, 37%. La plupart sont de création assez récente. On a la moitié des magasins de l'échantillon qui ont entre 5 et 10 ans. Les locaux de vente font en moyenne 151 mètres carrés avec 75 mètres carrés de stockage. Annabelle vous a parlé qu'on avait 2 types de producteurs dans un magasin de producteurs. On a à la fois les associés. Donc en moyenne, on a 10 associés. Et on a aussi les dépôts-vendeurs. Donc vous voyez juste en dessous, on a 29 dépôts-vendeurs en moyenne. Les acteurs des magasins, on n'a pas juste les producteurs, on a aussi les salariés. Et donc en moyenne, on a 1,8 équivalent temps plein. Comme Annabelle vous l'a précisé, les rôles sont bien différents entre les associés et les dépôts-vendeurs. Comme on le voit, les associés passent du temps au magasin. Ils estiment en moyenne à 294 heures par an de temps passé au magasin dans la gestion du magasin. Voilà, ils ont plein de casquettes différentes, pas seulement la casquette du producteur. Du coup, ils ont des relations humaines à gérer, la vente, les livraisons. C'est là le critère différent du coup entre associés et dépôts-vendeurs. En termes de plage d'ouverture d'un magasin de producteur, on est environ en moyenne à 4,5 jours par semaine. En termes de chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires en croissance. Ces dernières années, comme l'a dit Annabelle, les magasins de producteurs évoluent de manière très positive. On a même une croissance à 2 chiffres. Donc moi, les graphiques que je vais vous présenter, il y aura toujours 2 couleurs différentes pour 2 données différentes. On a la moyenne avec les 32 magasins et on a le quart supérieur qui, eux, sont du coup le quart des magasins qui représentent le plus de chiffre d'affaires total et de chiffre d'affaires par mètre carré. Donc c'est les magasins les plus performants en termes de chiffre d'affaires réalisé.
On voit du coup que la moyenne, entre 2017 et 2019, a réalisé 12% d'évolution, donc 12% de croissance, et 20% pour le quart supérieur. On voit que c'est une croissance qui perdure. On a aussi la saisonnalité. On voit qu'on a donc la moyenne qui est en dessous du quart supérieur, mais surtout ce qui est à noter, c'est qu'au mois de mai, on a un pic. Donc c'est avec l'arrivée des fruits et légumes. On a un deuxième pic en décembre avec les fêtes de Noël. Alors là, je vous ai montré le chiffre d'affaires, mais aussi on peut s'intéresser à d'autres critères. Et on va voir qu'en fait, on a des performances commerciales multiples. On a d'abord la surface de vente. Donc vous pouvez voir que le graphique, il est c'est assez large. Par exemple, on a un magasin qui fait 250 mètres carrés de surface pour un chiffre d'affaires à peu près à 17 000 euros de mètre carré. À l'inverse, on en a un à 250 mètres carrés qui fait 5 000 euros au mètre carré. Donc on a vraiment une diversité des magasins là-dessus. Et on a à l'inverse des magasins plus petits, mais qui peuvent réaliser, comme on le voit déjà, des chiffres d'affaires par mètre carré assez importants. La moyenne, elle est à 7 800 euros du mètre carré. Le quart supérieur est à 12 000. Si on regarde le panier moyen, donc le panier moyen, c'est pareil. Hein. On va de environ 15 jusqu'à 35 euros. Et comme on voit quand on le compare au chiffre d'affaires journalier, c'est aussi assez varié. Hein. On n'a pas un graphique où tout est regroupé au même point. En moyenne, le panier moyen, il est à 26,80 euros et le quart supérieur est à 28. On verra du coup qu'avec l'effet du Covid, on a eu une augmentation de ce panier moyen. Ce panier moyen était déjà en augmentation, mais notamment pendant la période de confinement, il a vécu une augmentation de plus 5 euros. Donc là, on a parlé du panier moyen, vous devez vous demander ce qu'il y a dans le panier moyen. Donc dans ce panier moyen, on a en fait principalement, donc déjà on a toutes ces catégories de produits-là. On peut avoir entre 500 et 1500 références actives dans un magasin de producteurs. Et principalement, comme on peut le voir, comme représentent les petits dessins, on a principalement en fait la viande de porc, tout ce qui est volaille et canard, et les fruits et légumes. Ces trois catégories-là représentent à elles seules la moitié des ventes du magasin. Donc c'est comme on le dit, c'est le top 3 des produits. Après, donc en fait, ce graphique, quand on présente dans les magasins, on a une troisième ligne avec la ligne du magasin pour que le magasin puisse se comparer à la moyenne et au quart supérieur en répartition de chiffre d'affaires par catégorie de produits. Ça permet de lancer des pistes de réflexion. Dans un magasin de producteur, il y a évidemment des charges. Des charges notamment, les deux principaux postes de charge, c'est les locaux et installations, et les charges de personnel. On voit que ça représente à peu près les 2/3 en moyenne et un peu plus des 2/3 dans le quart supérieur. Rapporté au mètre carré, ça fait 1100 euros du mètre carré en moyenne pour 1400 dans le quart supérieur. Alors on voit que les charges de personnel sont plus importantes dans le quart supérieur, mais c'est une charge assumée. En fait, les salariés sont vraiment la vitrine du magasin, ils sont là pour promouvoir aussi les produits en même temps que les producteurs. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a proportionnellement, on a plus de charges de personnel dans le quart supérieur. Comment on couvre ces charges? Dans un magasin de producteur, le magasin garde une commission sur le volume vendu. Cette commission elle est basée sur un taux qui est différent donc, entre les associés et les dépôts-vendeurs par rapport à la gestion du magasin. En moyenne, on est à 11,4% pour les associés. Dans le quart supérieur, 7%. Au niveau des dépôts-vendeurs, on est à 26% en moyenne pour 24% dans le quart supérieur. Donc on voit effectivement que les magasins qui ont la meilleure performance en termes de volume de vente ont aussi la meilleure performance en termes de taux de commission. Parce que plus le taux de commission est bas, plus il y a une plus grosse partie du prix qui revient au producteur. Donc là, je vous ai présenté les éléments de la plaquette, quelques graphiques. Ça nous permet de sortir quelques facteurs clés de succès. Comme on l'a vu, on a principalement des magasins implantés en zone commerciale, avec souvent des surfaces de vente supérieures à 100 mètres carrés.
une gamme de produits, ça permet en fait d'avoir une gamme de produits étendue. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le sondage, finalement on a peu de personnes qui s'approvisionnent directement à la ferme. À la ferme, on aura tendance à trouver qu'un seul produit. En magasin de producteurs, on a une gamme étendue. On a des magasins de producteurs qui ont des références bio, des signes de qualité, des appellations d'origine protégée. En termes de chiffre d'affaires, on se situe à 11 000 € du mètre carré, qui à peu près, qui commence à ressembler à la grande et moyenne surface. Donc on voit que les magasins de producteurs se professionnalisent. Notre panier moyen qui est à 26 €. Pour comparaison, on vous a indiqué le panier moyen qu'on a eu pour Grand Frais qui est à 45 €. Donc on a évidemment encore des différences. On n'est pas sur les mêmes magasins. Je vais laisser la parole à Annabelle qui va vous présenter l'analyse d'un magasin, d'un projet de magasin de producteurs. Merci Anaïs. Donc effectivement, dans cette troisième partie, on a choisi de vous montrer un exemple. Donc comme je le disais en introduction, Anaïs vous a présenté voilà, les moyennes de groupe et les facteurs qui font la performance d'un magasin de producteurs. Mais on voit également, et on va le voir à travers l'exemple qu'on a choisi de vous présenter, que des fois, les magasins, ils ont une stratégie et derrière un modèle économique. Alors là, on est sur le cas d'un exemple d'un magasin qui est situé en zone commerciale avec une amplitude d'ouverture de 4 jours par semaine et avec un certain nombre d'animations par an, puisqu'on est un peu plus de 10 animations par an. On voit que c'est un magasin qui a quand même un taux de croissance assez important, si je puis dire, parce qu'on est à quasiment 30% de croissance sur la période 2017, entre 2017 et 2019. Et du même coup, lié à cette hausse de croissance, on a un taux de commission qui est en baisse de 7% pour les dépôts-vendeurs notamment. Et on va voir que ce magasin de producteurs, il a effectivement une très jolie croissance, mais derrière, il dénote un petit peu par rapport à ce que vous a présenté Anaïs, puisque quand on regarde effectivement la dispersion de son chiffre d'affaires, on s'aperçoit, alors il apparaît là, c'est les données qui sont en rouge, donc on s'aperçoit que ce magasin de producteurs, il a une belle croissance, mais derrière, c'est pas forcément lié à un meilleur chiffre, un meilleur chiffre d'affaires si, mais il fait quand même partie des magasins qui a un chiffre d'affaires parmi les plus faibles de notre panel. Et quand on regarde, Anaïs a parlé du top 3 des produits que l'on retrouve et qui font, on va dire, qui fait partie des facteurs clés de la performance sur le magasin de producteurs. Et on voit qu'on ne retrouve pas du tout notre top 3, qui est, pour rappel, c'était la vente, le chiffre d'affaires qui était lié plus à de la vente de viande de porc, de volaille et de fruits et légumes. Et là, en fait, notre magasin, quand on dit une stratégie, un modèle économique, et en fait, la stratégie de ce magasin, elle est plus basée sur un peu un effet territoire et des produits spécifiques. Parce qu'en effet, quand on regarde ce qui fait son chiffre d'affaires, finalement, les ventes qui réalisent son chiffre d'affaires, on retrouve tout ce qui est pain, pâte, farine, et vin, bière, liqueur, miel et dérivés, et aussi également, et pour partie, j'aurais presque dû commencer par là, les fromages de vache. Donc on voit bien à travers cet exemple que oui, on a des moyennes de groupe, oui, on a des facteurs clés de succès, mais on peut avoir des magasins derrière avec une très jolie croissance et avec derrière une stratégie spécifique. Et pour conclure, du coup, je vais laisser la parole à Anaïs. Donc comme vous le savez, l'année 2020, elle a été cruciale pour pas mal de secteurs, alors en positif ou en négatif. Donc là, comme on va le voir, pour les magasins de producteurs, ça a eu un effet positif. On a eu plus 50% de chiffre d'affaires en avril 2020 par rapport à avril 2019. Donc on a eu une croissance exceptionnelle. Les consommateurs se sont vraiment rués sur les magasins de producteurs. Le panier moyen, quand on regarde juste avril 2020 par rapport à avril 2019, a pris 10 €. Donc c'est une croissance de panier moyen qui était à 26 €, il passait donc à 36 €. Et on a aussi des nouveaux modes de distribution en fait, dans le magasin qui se sont mis en place, notamment le click and collect. Il a fallu faire face à de nouvelles attentes des consommateurs pendant cette période difficile. Et on a un magasin sur deux qui a mis en place le click and collect, souvent de façon pas forcément très aboutie, mais ils l'ont quand même mis en place. Et on en a un sur 5 qui a réussi à le maintenir après toute la période de confinement. Si on regarde en termes de panier moyen mensuel, on voit, donc comme on l'a dit, le pic. On voit que ça a commencé à monter en mars et qu'on a eu un vrai pic sur avril.
que ça redescend quand même. Mais on voit qu'on se maintient au-dessus du niveau de 2019. Donc il y a eu un gain. En termes de volume de vente, c'est la même chose en fait. On voit qu'on a plus 20% de chiffre d'affaires en moyenne. Donc avec les pics qu'on a eu sur avril et mai, mars, avril, mai, c'est redescendu, mais on voit que ça se maintient quand même au-dessus. Donc il y a eu un vrai gain de cette période. Les consommateurs sont arrivés. Maintenant, on peut se poser la question de savoir comment les préserver. Et c'est là, justement, comment rester dans la course. Donc nous, on a apporté quelques pistes de réflexion, donc notamment le drive et le click and collect. Pour les magasins qui ne l'ont pas maintenu, voir si c'est réalisable de le poursuivre, enfin de le remettre en place. Éviter les ruptures de stock. C'est vrai que souvent, c'est pas facile d'approvisionner un magasin de producteurs. On est sur des produits très locaux. Donc voilà, on a souvent des ruptures d'approvisionnement. Il faut y faire ça. Il faut éduquer le consommateur aussi pour qu'il comprenne. Travailler la communication externe. Souvent, c'est pas le premier point des magasins de producteurs. C'est souvent pas de communiquer sur le magasin. Quand le client est à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour se faire connaître, c'est souvent un peu plus compliqué. Donc, on voit qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Et après, en marketing digital, étudier les tendances de consommation, se rapprocher vraiment du consommateur. Fidéliser les nouveaux clients. Donc, comme on l'a vu, on a des nouveaux clients qui sont arrivés pendant la période du Covid. Et maintenant, il faut essayer de les fidéliser. En fait, il faut donc apprendre à connaître son client. Il faut se donner les moyens avec des offres promotionnelles, des bons d'achat, des cartes de fidélité, mais aussi des offres personnalisées. En fait, il faut s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres surfaces. On a vu qu'en fait, fidéliser un client qui est déjà consommateur coûtera beaucoup moins cher que d'aller en chercher un autre. Donc, il faut vraiment miser sur les clients déjà présents. Alors voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, là je vous ai présenté les chiffres de la plaquette 2020 mais portant sur les chiffres 2019. Et la plaquette de l'édition 2021, elle sera bientôt disponible. On vous a indiqué donc le QR code et elle est aussi disponible sur la page Serre France dans les différentes références publiées. Bon, là on vous a présenté un petit peu les facteurs clés, un exemple type d'un projet de magasin de producteurs. C'est le moment, si jamais vous avez des questions, de les poser. Voilà, on a fait notre part du travail, j'ai envie de dire, avec Anaïs. Donc maintenant, j'espère que la présentation vous a emmené des réflexions. Donc la parole est ouverte, allez-y. Alors on va juste vous faire circuler des petits micros, bien parler dans le micro pour poser des questions. Merci pour cette présentation, déjà. Moi, j'avais une question par rapport à la compréhension. Quand vous parlez du groupe du quart supérieur, c'est toujours le même échantillon? Parce que au niveau des charges, le quart supérieur, sauf erreur de ma part, le niveau de charge était plus élevé que les 7 magasins ou je ne sais plus quoi. Au niveau des charges. Le quart supérieur, les charges au mètre carré étaient plus élevées que l'autre groupe. Que le groupe moyen. Alors en fait, le quart supérieur est issu, il est trié à partir de l'EBE sur l'UTH en fait. C'est ceux qui ont l'EBE par UTH le plus élevé. Et du coup, alors on n'est pas en échantillon constant par contre entre mai 2017 et 2019, non. Sinon après ça fait des petits échantillons. Oui, c'est la limite. Mais on devrait sensiblement retrouver les mêmes écarts. Oui, bonjour. Je voudrais vous remercier pour le travail que vous avez fait parce que c'était vraiment clair. Après, vous êtes très modeste parce que, en fait, moi, je peux témoigner là en tant qu'adhérent. Donc, je suis sur les Savoies. J'ai 3 magasins de producteurs. Ils sont tous à Serre France, évidemment. Et en fait, ce que nous font apparaître les références, c'est que les conseillers peuvent avoir vraiment une longueur d'avance par rapport à l'implantation d'un magasin de producteurs, par rapport à la clientèle, parce que je pense qu'on peut faire une étude aussi clientèle derrière. Et puis après, il y a une compétence, on va dire, associative, parce qu'en fait, quand on réunit une quinzaine de producteurs, il faut absolument que le noyau prenne. Et Serre France est vraiment à la source de ça. Bravo. Merci à vous.
Bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question. Vous avez beaucoup montré les avantages et puis la dynamique qu'il y avait derrière ce mode de commercialisation. Pour les personnes qui se projetteraient vers ce genre de projet, quels seraient les points de vigilance à avoir quand on veut monter ce genre de projet collectif qui peut ne pas être évident de prime abord? C'est pas une question piège. Oui. Non, en fait, les points de vigilance, c'est, comme on vous l'a montré un peu dans les facteurs clés, déjà l'implantation. Il faut vraiment faire très attention où c'est que vous allez implanter votre magasin. Moi, je pense le deuxième point de vigilance aussi, je dirais, c'est l'entente entre les associés. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment une cohésion entre les humains. C'est un projet humain avant tout. Et ça ne pourra pas marcher s'il y a mésentente. Après, je ne sais pas si Annabelle, tu vois d'autres points vraiment de vigilance Alors effectivement, c'est les deux points que j'aurais émis et je te rejoins où je pense qu'effectivement, si on souhaite monter un magasin de producteurs, je pense qu'effectivement, savoir avec qui on le monte, parce que derrière, c'est quand même pas anodin financièrement en termes de capital. Et effectivement, je pense que l'entente déjà entre les associés est déjà un bon noyau. Ouais. Bonjour, Marc Pangot, SARL des Trois Petits Cochons à La Lisole, dans le 03. On fait de la vente directe sur les marchés, on a 2 magasins et on se lance dans le développement de libre-service réfrigérés, des casiers avec un automate. On en a 2, on projette un 3e. On l'a fait de façon perso les 2 premiers et on s'aperçoit que le regroupement avec d'autres producteurs est nécessaire et indispensable. C'est pour ça que je suis à l'écoute de ce que vous nous proposez. Par contre, la difficulté que je rencontre, c'est effectivement de s'entendre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous la même notion de commerce, et c'est difficile, nous on est très distants les uns des autres, pour monter quelque chose de collectif dans notre secteur géographique. La partie libre-service m'intéressait davantage. Est-ce que vous avez des ébauches ou des statistiques dans ce domaine? Parce que moi j'envisagerais pour être dans la même lignée que vous, un magasin de producteurs, mais ouvert 24 heures sur 24 avec que des casiers. Et on est sur le point de le faire de façon individuelle. Donc on a réussi à motiver d'autres producteurs pour investir dans la machine. Nous, on a acheté le local, mais après, il y a tout un fonctionnement derrière qui est différent parce qu'il n'y a pas de personne à la vente, mais il y a une gestion de stock, une gestion de denrées périssables. Voilà, il y a d'autres contraintes, et puis un investissement de départ qui fait peur à un maraîcher qui aura moins de marge ou moins de chiffre d'affaires qu'un charcutier comme nous. Voilà. Alors, c'est autant de questions, et je pense qu'en étant ouvert, en ayant plus d'amplitude d'ouverture qu'un supermarché, par exemple, on est défiant toute concurrence. Voilà, juste une petite parenthèse. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a des références sur la partie libre-service Alors moi, à ma connaissance, non. Je ne sais pas, toi, Anaïs, du côté non, Isère, après, c'est vrai qu'on a de plus en plus de projets qui se développent là-dessus. Oui. Donc, c'est pas fermé des références peut-être pour l'avenir. Et je pense que votre intervention est très pertinente parce que, il y aura de nouveaux projets comme ça qui vont s'ouvrir, notamment pour répondre à l'attente des consommateurs, d'aller toujours plus vite pour faire ses achats. Et là, en ayant un service 24/24, vous y répondez pleinement. Pour être sur les marchés, je m'aperçois que la clientèle qu'on a sur les marchés et c'est des têtes grisonnantes. Et donc on a, on va dire, 80% de retraités. C'est des gens qui viennent passer un moment convivial, qui ont du pouvoir d'achat, mais on ne touche pas les actifs. Et avec les libres-services, on touche des jeunes générations. Donc on communique beaucoup sur Facebook. Donc ils savent qu'ils peuvent trouver nos produits en rentrant du boulot ou avant de partir au boulot. Et donc c'est un plus. C'est un plus, mais on touche aussi des retraités avec une boîte, avec un automate et un écran tactile. C'est pas, ça sélectionne pas la clientèle, quoi. Après, alors, ce qui me fait peur, et je me dis, alors,
sur un système comme ça, parce qu'on a parlé de faire attention aux ruptures de stock. Du coup, je pose des questions, j'en profite. Moi, ce qui me paraît compliqué, c'est justement d'éviter des ruptures de stock sur de la libre service, sur du libre service. Alors les machines sont automatisées et il y a une application sur notre téléphone, on sait à l'instant T ce qu'il y a dans la machine et on a des repères sur les dates de péremption. Donc on y passe selon le besoin de la machine et les applications qu'on a sur le téléphone, on sait à quelle fréquence on doit y aller ou si c'est urgent d'y aller, quoi. Voilà. Mais le lien humain est indispensable, hein. Vos magasins sont indispensables, les magasins que vous nous présentez. Il faut que le producteur puisse expliquer son produit à un moment ou à un autre. Nous, on a une présence sur les marchés. On envisage les machines que dans les villes où on est présent humainement sur les marchés. Oui. La machine seule ne suffit pas. Donc, je serais intéressé si vous avez des études à l'avenir dans ce domaine. Merci. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir un petit peu le nombre d'associés que vous avez dans les magasins de producteurs, en moyenne. Est-ce que c'est une moyenne ou c'est très variable? La moyenne, donc comme on vous l'a montré tout à l'heure, je peux faire attention, sans doute. Pas de souci, elle est de 12 associés. Après, ça peut être très variable. On est des magasins où on aura 5 associés et des magasins où on va monter à 15 associés. Oui, je veux dire, les deux se retrouvent dans chaque quart, quoi, dans le quart supérieur et dans la moyenne. Peu importe le nombre d'associés, dans le quart supérieur, c'est là où il y en a le plus ou... Alors, il me semble qu'on n'a pas de différence significative sur le nombre d'associés, qu'on soit sur le groupe moyen ou sur le quart supérieur. Ça ne fait pas partie des facteurs de performance. Ouais. Ok, merci. Je voulais savoir en moyenne la part de capital apporté par les associés et la durée moyenne à partir de laquelle le capital est amorti, si vous avez les références. En moyenne, les associés vont apporter un capital qui peut varier en fait je sais que moi j'ai rencontré entre 500 et 1500 € de capital par associé. On est souvent, en fait aussi ça dépend de la forme juridique du magasin producteur. On peut être sur des sociétés commerciales où là on va effectivement parler de capital. On peut être sur des associations, des coopératives. Donc tout dépend dans quel cas on se situe. Après savoir en combien de temps le capital... Là, par contre, non, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Oui, typiquement, il faudrait nous laisser vos coordonnées et ça, je pense qu'on pourra vous le ressortir. Mais là, comme ça, de but en blanc, j'avoue que... Mais ouais, laissez-moi vos coordonnées. Et Ah bah, monsieur, peut-être à une... Oui, bonjour. Moi, je voudrais réagir un peu par rapport à la personne qui a communiqué tout à l'heure, par rapport au pouvoir d'achat. Les pouvoirs d'achat, ils ne vont pas aller en augmentant. Après, les magasins de producteurs, j'ai écouté un peu, mais vous n'avez pas précisé à partir de chiffre d'affaires, est-ce qu'il est intéressant de partir ou pas en magasin de producteurs? Par rapport aussi à la fiscalité, aux entreprises, on est tous des entrepreneurs en tant qu'agriculteurs, mais on est soumis à des règles fiscales. Et par rapport à tout ça, c'est que le commerce aujourd'hui, c'est des sociétés supplémentaires. Qui dit société supplémentaire dit des charges, de la fiscalité. Donc, où est-ce qu'elle est la rentabilité? Je pense que la question de la fiscalité, elle est propre à chaque exploitation.
Bonjour. Pour répondre, je me permets de répondre à la question. Donc déjà, la première, c'est donc la fiscalité. Non, il y avait une autre question avant la fiscalité, mais il y a aussi la fiscalité. Alors, dans les magasins de producteurs, il faut savoir que c'est des sociétés commerciales en continuité des exploitations agricoles. Donc, du coup, et comme elles ont énoncé, le taux de commission gardé par le magasin doit simplement couvrir les charges. En général, ce taux, il est calculé de façon à ce que les résultats soient faibles, on soit à l'équilibre. Donc, le producteur, lui, il a quand même sa rentabilité sur son volume des ventes, moins sa commission, et plus cette commission est faible, plus le producteur assure une rentabilité. Voilà. Par contre, après, on a au niveau fiscal les volumes des ventes qui intègrent les chiffres d'affaires agricoles, comme on pourrait vendre sur l'exploitation ou sur les marchés ou dans d'autres structures. Oui, je vais faire une petite réponse sur l'investissement. Alors, ce n'est pas une réponse précise, mais quand on s'associe pour faire de la vente, il y a souvent un noyau et on a souvent une collectivité derrière. Donc, nous, à chaque fois qu'on a commencé un magasin de producteurs, c'est soit la commune, soit le département qui nous a filé un coup de main. Donc moi, j'incite aussi à aller localement voir s'il n'y a pas une commune qui met à disposition pendant un an, par exemple, un bâtiment, et puis ensuite on prend le relais, quoi. Mais il y a toujours une amorce ou une coopérative qui est derrière aussi, ou quelque chose comme ça. Donc après, l'investissement n'est pas énorme, hein. Nous, on a mis 20 000 € à peu près chaque associé, et ensuite, après, ça amorce assez rapidement. Mais il faut aussi un bassin de clients potentiels, oui. Je ne sais pas s'il y a deux. Oui, bonjour. Je suis conseiller et il m'arrive aussi de conseiller sur les magasins de producteurs. Donc, je voulais conseiller Serre France. Donc, je voulais faire une petite réponse là par rapport au taux de retour sur investissement. En fait, le taux de retour sur investissement, ça va être du cas par cas pour chacun des producteurs. Alors, effectivement, il y a une notion de collectif, hein. Il y a un noyau qui va se constituer et chacun va trouver aussi à son niveau quel est l'intérêt en réflexion d'opportunité à choisir ce canal commercial par rapport à un autre. Donc il n'y aura peut-être pas une réponse sous la forme de moyenne toute faite, parce qu'en fait, en fonction de la situation de l'exploitation, en fonction des canaux de commercialisation qu'elle avait, en fonction aussi de la valorisation qu'on peut faire du temps de travail de l'exploitant qui, mutualisé dans un magasin de producteurs, va être libéré pour d'autres tâches, tout ça, ça va rentrer dans la balance, si vous voulez, pour répondre à votre question, quel est le retour sur investissement à investir dans le magasin de producteurs, hein, sur cette réflexion strictement économique. Mais je pense que c'est effectivement une bonne question. Et les références qu'on vous donne, là, ça vous permet d'explorer avec l'exploitant le fonctionnement en régime courant, régime de croisière, pour alimenter cette réflexion. Mais voilà, ça va bien se repositionner au niveau de son exploitation en disant, bon, je me mets dans les magasins de producteurs, je vais peut-être arrêter un ou deux marchés, je vais peut-être arrêter le contrat que j'avais avec la petite GMS à côté. Bon voilà, c'est tout un calcul qu'il faut refaire au niveau de l'exploitation. Donc, je voulais rebondir un petit peu par rapport à la présentation que vous avez faite sur des moyennes, donc quart supérieur, enfin des moyennes, et le cas un peu atypique que vous avez présenté à la fin. Parce que bon, j'ai également participe à un magasin de producteurs qui ressemblerait plus au quart, enfin aux plus petites surfaces et quasiment plus petits chiffres d'affaires au mètre carré. Et moi, ce qui m'intéresse, enfin l'intérêt, c'est que ces magasins de producteurs, c'est des outils qui peuvent être maîtrisés par les agriculteurs. Vous disiez entre 10, 12 en moyenne adhérents ou sociétaires. Donc l'intérêt, c'est la force du collectif, le collectif qui s'entend sur un objectif, qui va être en capacité en fonction de là où il est situé, de gérer sa stratégie, quoi.
Et c'est un outil, on voit, il peut se rapprocher plus, il va se ressembler plus à, vous avez dit, de la GMS, enfin, ou de la moyenne surface, dans certains endroits, enfin, dans le Rhône ou ailleurs, ou les Savoies, peut-être, enfin, des endroits où il y a un potentiel de consommation, où il y a aussi un potentiel de production qui permet d'avoir toute la gamme de produits dont vous présentiez, les top 3, etc. Et l'intérêt, c'est que ces outils, il faut que nous, les agriculteurs, accompagnés des conseillers, on sache les utiliser en fonction de la stratégie du groupe et en fonction évidemment de là où il est situé, des produits qu'il est capable de proposer. Et par rapport à l'année 2020, la question des ruptures, c'est quelque chose qui interroge parce que, enfin, ça dépend où on est, mais on n'a pas tous des capacités à produire plus. Donc on se retrouve confronté à certains moments à plus de demandes. Et c'est là aussi, c'est important d'expliquer aux consommateurs que du jour au lendemain, on ne va pas multiplier une production par 2 ou même de 10 ou de 20%. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est de pouvoir échanger, d'avoir ce contact avec les consommateurs. Bon, c'était juste un commentaire plus qu'une question, mais voilà. Oui, mais je vous rejoins, et Anaïs l'a dit, effectivement, moi j'ai eu le cas là, quand j'ai audité un magasin où, sur cette année, là, sur 2021, donc ça ne fait pas partie des résultats qui vont apparaître. Mais quand on parle d'éduquer le consommateur et voilà, quand on n'a pas un produit, effectivement, on ne peut pas le fabriquer. Et effectivement, il faut éduquer le consommateur. Et là, typiquement, le magasin donc, qui livrait des fruits et légumes, donc avec la période de gel qu'il y avait eu au printemps, ils étaient un peu en rupture de certains fruits. Et ils me disaient, ils ont essayé de faire en sorte de faire sans les fruits, sans les fruits qui étaient en moins. Mais effectivement, ils sont aperçus qu'ils ont été obligés d'aller voir un autre producteur pour les fournir parce que les clients, du coup, allaient voir un magasin de producteurs concurrents. Ouais. Donc effectivement, c'est vrai que cette partie d'éducation, entre guillemets, du consommateur est aussi essentielle. Ouais. Bonjour. J'avais deux points à voir, moi. Le premier, selon votre expérience, est-ce qu'un magasin de producteurs qui ne propose pas de porc ou de fruits et légumes serait une faute pour lui en fait? Alors, je vais répondre non, et je vois Patricia qui hoche la tête, parce que il me semble, Patricia, qu'effectivement, le magasin où vous êtes, vous n'avez pas forcément ce type de produit, et pourtant... Donc, je pense qu'on peut fonctionner sans ce top 3. C'était un peu le but aussi de... Alors je suis passée un peu vite, mais sur l'exemple qu'on a donné, ils ne sont pas dans ce top 3 et ils ont plutôt des produits à la marge, comme c'était marqué sur le titre. Et ces produits à la marge qui normalement sont plus faits pour consolider le chiffre d'affaires, sur certains magasins, c'est leur stratégie, c'est ces produits à la marge. Donc on peut très bien avoir un magasin qui fonctionne sans forcément avoir ce top 3 des produits. Ouais. Patricia, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, enfin, moi, c'est juste mon exemple. Nous, on a de la charcuterie, enfin, des conserves. Il n'y a pas du frais. Enfin, dans ma région, on a très peu de... Enfin, là où je suis située, on a très peu de ce qui est viande en frais, donc qui font partie des produits d'appel ailleurs. On n'a pas de fruits et légumes parce qu'on est entre 700 et 1000 mètres d'altitude. C'est plus compliqué. On en a, mais c'est très court. Donc, c'est ce que je disais, c'est que c'est adapté. On n'est pas, évidemment, on est plutôt à 3000 € du mètre carré, mais chaque structure est adaptée. L'intérêt, c'est que c'est adaptable. On peut pas... Alors, en fonction de là où on est, c'est pas des modèles il ne faut pas partir sur un modèle unique à répliquer, mais il faut être en capacité d'utiliser les outils qu'on a, que ce soit en termes d'association, enfin juridique Mais ce qui compte, moi, je crois beaucoup à le collectif et qu'on soit clair sur notre vision et sur ce qu'on veut faire, quoi. Après, racheter, comme vous disiez, des fruits à un autre producteur parce qu'il en manque, ok. Par contre, aller chercher... Voilà, c'était vraiment l'exemple pour combler... pour combler, il y a des moments où on est obligé. Mais... Oui, parce que ce n'est pas du tout leur stratégie, ce magasin-là. Ouais. Et donc, le deuxième point, merci. J'accompagne aussi des magasins de producteurs, mais moi, je suis région Centre-Val de Loire. Étonnamment... On remarque quelque chose, c'est que la partie click and collect et drive, pendant le Covid, c'était à la mode. Et les personnes qui finalement sont restées clients du magasin de producteurs ne veulent plus spécialement utiliser ces click and collect et ces drive et préfèrent prendre le temps de faire leurs courses. Parce que justement, on revient à un panel de personnes qui ont un certain pouvoir d'achat. Voilà, juste ma petite remontée personnelle donc, par rapport à mes clients. Alors, je vous laisserai réagir, mais du coup, ça amène une autre question et j'ai entendu ce qui était très juste et qui m'a vraiment intéressée.
on peut aller jusqu'à 1500 références. Et là, quid de ce statut de magasin de producteur qui est quand même relativement large et simple pour des agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, la proportion d'achat-revente et de dépôt-revente est quand même extraordinairement en inflation pour pouvoir fidéliser des personnes qui viennent justement pas chercher uniquement de la charcuterie et des produits bruts tels que des fruits et légumes. Donc, quel retour vous avez de votre expérience et de votre zone territoriale? Au niveau des références, au niveau de l'expérience que j'ai, en fait, on peut avoir un grand nombre de références, pas forcément sur les produits un peu, enfin, moins principaux. On peut déjà rien que sur la viande de porc, comme vous l'avez cité tout à l'heure, on a souvent un panel de références. Si on a du frais, dès la transformation, on peut déjà avoir un nombre de références assez incroyable sur toutes les viandes finalement. Donc on se retrouve vite. Même rien que dans le top 3, on peut vite avoir déjà un tiers du nombre de références qu'on a. Après, oui, c'est vrai qu'on va souvent avoir des petits produits qui vont se rajouter, des références, des références en produits moins principaux, on va dire. On peut avoir des plantes, on peut avoir je n'ai plus d'autres exemples comme ça, mais on peut avoir pas mal de petits produits effectivement à côté. Ça vient compléter la gamme, ça reste quand même des produits locaux. C'est souvent pas en achat-revente, mais bien en dépôt-vente. Donc les magasins ont un contrat, les producteurs ont un contrat de mandat avec le magasin. Et du coup, quid du magasin de producteur, on a quand même la valeur producteur. Et souvent, même ces producteurs qui ont des produits, moi par exemple, j'ai un exemple là qui vient, la spiruline. Et ils viennent souvent faire des démonstrations, faire des animations autour de leurs produits. Donc on a quand même ce côté humain, même s'ils sont en dépôt-vente. On a quand même des animations qui permettent de faire le rapprochement et que ça reste bien un magasin de producteurs avec les valeurs rapprochement producteur-consommateur. Oui, pour compléter, moi dans mon panel de magasins de producteurs, j'en ai très peu, à part l'exemple que j'ai pris, mais bon, c'était lié à un épisode particulier, mais la plupart de mes magasins, moi, c'est vraiment soit les associés, soit les dépôts-vendeurs qui produisent et qui commercialisent. Il y a très peu d'achats extérieurs. Et je voulais rebondir aussi sur votre premier témoignage sur le click and collect. Effectivement, je pense que le consommateur, s'il va vers un magasin de producteurs ou peut-être plus largement sur du circuit court, c'est justement pour avoir ce contact physique, si vous me permettez le terme, avec le producteur et pour pouvoir discuter, échanger, poser toutes les questions qu'il peut avoir. Donc en soi, c'est pas étonnant que finalement il soit revenu sur du click and collect. Après, là, on le présentait comme une stratégie de rester dans la course, mais je pense que ça peut être en plus, justement, monsieur qui parlait de libre service, pour ceux qui ont peut-être pas forcément le temps ou de temps en temps, on est pressé, on n'a pas forcément tout le temps de discuter, du coup, ça peut être aussi un à côté et un plus, ouais. Mais c'est sûr que je pense que le consommateur, quand on va dans un magasin de producteurs, entre autres, c'est pour le lien avec le producteur et pour pouvoir échanger sur les produits. Merci, bonjour à tous. Non, simplement quelques éléments. Donc on a un recul qui est finalement assez court, parce qu'on a eu des pionniers il y a 20-30 ans dans les producteurs qui se rassemblaient dans des magasins. On a eu des générations qui étaient assez courtes finalement, une petite dizaine d'années. Donc je pense que finalement, actuellement, on a une nouvelle dynamique et on se doit d'en profiter. Le problème qu'on peut rencontrer dans les magasins également, c'est les problèmes de saisonnalité où à certaines périodes, on va toujours avoir les mêmes choses, des pommes de terre, des poireaux et des rats pour faire de la soupe et des carottes. Donc au bout de 3 mois, c'est un peu compliqué. Est-ce que déjà, pour moi, un circuit court, est-ce que c'est pas des produits français ? Et parce que quand on parle de mondialisation, ne serait-ce que la France n'est pas déjà un circuit court, et on pourrait déjà avoir quelque chose d'attrayant un petit peu plus en allant chercher des choses soit plus au nord, soit plus au sud, quand on est un peu dans une région un peu centrée. Et voilà, et il y a des magasins qui essayent de faire ça, les magasins frais d'ici. C'est compliqué parce que dès qu'on prend un petit peu d'envergure, on se confronte à la GMS, et là tout de suite, il y a des marques, on leur dit attention, vous avez une marque maintenant, et
si vous la vendez dans les magasins Frais d'ici, on ne les prendra pas, nous, en GMS. Donc voilà, il y a toute cette notion de, je pense, alors c'est plus un témoignage ou un peu, voilà, par rapport aux magasins de producteurs. Voilà. Et effectivement, c'est le moment pour y aller. Alors après, je pense que oui, effectivement, quand on est magasin de producteurs et Frais d'ici, on est, je pense, pas tout à fait sur la même échelle, quoi. Frais d'ici, c'est sûr qu'ils vont s'approvisionner à différents endroits. Après, le magasin de producteurs, lui, son but, je dirais, c'est vraiment de rester sur du local. Ouais. Donc on est un peu sur deux niveaux différents. Ouais. Après, pour rebondir sur l'effet saisonnalité, oui, c'est sûr que dans un magasin de producteurs, on ne va pas trouver des tomates en plein hiver comme au supermarché, pour prendre la caricature. Hein. Mais après, c'est le but aussi. Il faut le consommateur, il en est conscient. Hein, donc, après, voilà, je disais qu'il y avait eu un boom sur les circuits courts, arrivé au niveau des années 2000, quand on a cette prise de conscience que si on veut consommer local, il faut derrière aussi tenir compte qu'on n'a pas des fruits et légumes toute la saison, quoi. C'est comme ça. Hein. Donc après, voilà, le consommateur, de toute façon, il en est. C'est vrai que ça permet conscient. de remettre l'église au milieu du village un petit peu pour les consommateurs. Il y a un peu de ça. Il y a de ça, ouais. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, si personne n'a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, ouais. Du coup, je vous invite, voilà, je vous ai remis la diapo sur le QR code. Donc, si vous souhaitez télécharger l'édition 2021, donc qui n'est pas tout à fait encore en ligne, mais si vous téléchargez le QR code, vous allez tomber sur l'ancienne édition. Ça va vous demander vos coordonnées. Donc n'hésitez pas à les laisser et nos collègues derrière vous feront parvenir la nouvelle édition avec les résultats 2020 quand ils seront sortis, tout chaud sous presse. Et éventuellement, vous pouvez également laisser vos coordonnées auprès de Clémence, Myriam et moi-même. Donc n'hésitez pas avant de partir. Tout au fond, les deux dames qui lèvent la main là-bas. Ouais. On notera vos coordonnées et puis on pourra vous l'envoyer. Tout à fait. Et on peut rajouter qu'on vous invite à partager un petit cocktail. Peut-être que Patricia voulait. Voilà, avant de partir, hein, n'hésitez pas, ça fera l'occasion de finir les échanges. Voilà, si vous avez d'autres questions. Et merci à vous. Hein. Merci. Merci.